Europe Matin, Patrick Cohen. Merci de nous suivre. Voici le journal présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre seuls. Révélation d'une enquête de l'INSEE. Reportage dans un instant. Les autres titres, Jean-Philippe. La tempête Harvey, Donald Trump attendu dans la région de Houston, Texas. Question d'images et de tweets. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial. Ce sera sans lui. Emmanuel Macron n'ira pas à l'université d'été du MEDEF qui commence aujourd'hui. Cela n'empêche pas les patrons de faire passer quelques messages. Le scandale du fipronil. Nous irons aux sources du mal aux Pays-Bas. Ce sera l'enquête du 8h. Et puis la fin d'un tabou. Le clitoris, enfin sous son vrai jour dans les manuels scolaires. La lutte. Pourquoi faire? Pour quel objectif? Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, sera mon invité juste après ce journal. C'est peut-être de votre voisine de palier dont nous allons parler ce matin. Une personne qui vivrait seule, comme c'est le cas de plus en plus aujourd'hui en France. L'INSEE vient de publier une étude donc qui nous dit beaucoup de choses. Les ménages sont de plus en plus nombreux, 28,5 millions, de plus en plus nombreux, oui, mais aussi de plus en plus petits. Pour bien comprendre un ménage au sens de l'INSEE, cela peut être une seule personne dans un logement. Et c'est le cas désormais pour plus d'un tiers d'entre nous, 35%. Illustration sur le terrain, Martin Fenot a promené son micro dans une résidence de Vanves, tout près de Paris. Reportage. Depuis la cour intérieure de cette résidence en briques rouges, derrière un volet métallique entrouvert, les résidents qui passent devinent le son de la télévision d'André. Assise sur son canapé, la vieille dame vit seule. Elle veille sur ses voisines retraitées et veuves, tout comme elle. Celle du premier, si je ne vais pas la voir, je lui téléphone. Et celle du deuxième, je vais lui envoyer des fleurs demain. C'est son anniversaire. Elles sont comme moi, elles sont un peu seules. Et puis, ça les rassure, vous voyez. Dans le bâtiment d'à côté, Erwan monte au 3e étage. Il a emménagé avec Claire il y a quelques années. Ce n'est pas la première fois qu'ils habitent en couple. Chacun a connu une séparation. Et à plus de 30 ans, ils n'ont pas d'enfants. On était à un mariage l'année dernière, c'était rigolo. Je revois des anciennes copines de lycée. La première question, c'était mais Claire, t'as combien d'enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. C'est pas parce qu'on est carriériste ou ce genre de choses, c'est que je pense qu'on se dit qu'on a le temps aussi. Et on a le temps. Sur le même palier, la voisine d'en face, une quarantenaire, occupe seule son logement. À cause du travail, son conjoint habite dans une autre ville, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Reportage signé Martin Fenot. Je vous rappelle donc 35% des ménages constitués d'une seule personne. L'INSEE ajoute 33%, un peu moins donc pour ceux composés de 2 personnes. Et encore un peu moins d'un tiers, 32% avec 3 personnes ou plus. L'autre enseignement de cette étude, c'est le nombre de familles monoparentales. Il a encore augmenté. Elle représente désormais ces familles monoparentales plus d'une famille sur 5, 1,8 million de ménages. Europe 1, 8h03. À l'étranger, c'est l'une des informations de la nuit et elle va tendre encore un peu plus les relations entre la Corée du Nord et le reste du monde. Pyongyang a tiré un nouveau missile et cette fois, le missile a survolé le Japon. Menace grave et sans précédent, dénonce le Premier ministre Shinzo Abe qui s'est empressé d'appeler Donald Trump. On s'en souvient, le président américain a multiplié des déclarations belliqueuses cet été contre la Corée du Nord. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité est prévue aujourd'hui aux Nations Unies. Donald Trump attendu également et surtout dans la région de Houston, Texas, aujourd'hui toujours ravagée par la tempête Harvey. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Xavier Yvon. Clairement, Xavier, le président américain veut jouer les Commander-in-Chief et donner l'impression qu'il est sur le pont. Ah oui, pas question d'apparaître distant et coupé de la réalité comme George Bush pendant Katrina. Et quand Donald Trump veut faire savoir ce qu'il fait, eh bien, il tweet pour Harvey une vingtaine de messages en 4 jours, même pour le président tweetoman. C'est un record, d'autant qu'il a utilisé un ton rassembleur inhabituel. Donald Trump, qui enchaîne les échecs et les polémiques, veut montrer cette fois qu'il sait gérer une crise majeure. Et pour l'ancien présentateur télé, la démonstration passe par l'image. Ce week-end, la Maison-Blanche a publié des photos des téléconférences entre le président et son équipe consacrées à l'ouragan. Image d'ailleurs un peu surréaliste d'un Donald Trump avec sa casquette USA, tout seul à Camp David, pendant que ses conseillers, eux, étaient à la Maison-Blanche. L'autre séquence forte, ce sera donc aujourd'hui le président au Texas au chevet des victimes. Pour certains, c'est un peu tôt. L'eau continue de monter et la priorité, ce sont les secours. Pour cette raison, Donald Trump ne devrait pas passer par Houston, où il y avait encore beaucoup d'évacuations ces dernières heures. Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 à Houston. On vient de l'apprendre à Kaboul. Une explosion a eu lieu près de l'ambassade des États-Unis. Sans doute plus de détails d'ici la fin de ce journal. En France, confiance et croissance.
L'avenir, c'est la France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le MEDEF qui lance aujourd'hui son université d'été à Jouy-en-Josas, mais ce sera sans Emmanuel Macron, histoire sans doute de ne pas trop s'afficher aux côtés des patrons avant les ordonnances sur la réforme du Code du travail. Cela n'empêche pas, on va le voir, Pierre Gattaz de faire passer quelques messages. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Le patron des patrons doit doser l'effort avec le président de la République. Et l'exercice est subtil. Ce qu'on attend de Pierre Gattaz, c'est pas de gaffe, me confiait hier un haut responsable patronal, d'ailleurs pas totalement rassuré. Pierre Gattaz ne peut raisonnablement pas être trop critique vis-à-vis d'un gouvernement proche du monde de l'entreprise, mais s'il apparaît trop favorable, il risque d'embarrasser l'exécutif et d'agacer une partie de la base patronale qui trouve que les réformes ne vont pas assez loin. Alors côté positif, Pierre Gattaz estime, et il va le dire, que pour la première fois, on a affaire à un gouvernement qui est sorti du donnant-donnant. Vous savez, baisse de charges contre création d'emplois, ça c'est fini. C'est du moins ce que veut croire le président du MEDEF. Beaucoup de patrons à qui j'en ai parlé en sont nettement moins persuadés et craignent qu'on ne leur remette la pression. Oui, parce que Nicolas, on parle souvent des syndicats, mais les patrons, eux aussi, se méfient de l'exécutif. Alors oui, ils saluent les réformes sur le travail, encore qu'ils attendent d'en connaître tous les détails, mais ils considèrent que le compte n'y est pas sur 2 points. 1, la fiscalité des entreprises qui reste plus lourde qu'ailleurs, notamment en Europe. Et puis 2, c'est un peu technique, mais la transformation du CICE de François Hollande en baisse de charges pérennes, bonne idée sur le papier, mais ça va se traduire par une hausse du coût du travail pour beaucoup d'entreprises. Ça n'est pas un bon signal. Les ministres, une petite dizaine qui vont défiler à l'université d'été du MEDEF aujourd'hui, sont prévenus. L'éclairage de Nicolas Barré avec le journal Les Échos. Merci Nicolas. Toujours aucune trace de Maëlys, cette petite fille de 9 ans disparue dans la nuit de samedi à dimanche. C'était lors d'un mariage à Pont de Bonvoisin dans l'Isère. Une enquête pour enlèvement a été ouverte. Ce fut l'un des grands feuilletons de l'été, la crise des œufs contaminés au fipronil. Seulement voilà, il nous manquait le tout premier épisode, l'origine de cette crise sanitaire. Nous partons tout de suite à Barneveld, aux Pays-Bas, là où tout a commencé. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes donc allé enquêter sur place dans cette ville de 50 000 habitants. C'est là que se trouve la société qui a utilisé du fipronil. Alors on rappelle qu'il s'agit d'un insecticide interdit pour les animaux de consommation. Insecticide pour nettoyer les élevages de poules pondeuses. Au total, 17 pays concernés par cette affaire de fraude. Une affaire qui met aussi en lumière toute une chaîne de négligence. C'est ce que vous nous racontez, Maud. Oui, parce qu'à Barneveld, tout le monde connaît Martin et Mathis, les 2 créateurs de la société Chickfriend de 24 et 31 ans. Et la négligence commence sans doute là. On est dans une région protestante, orthodoxe, très conservatrice. Et les gens ici ne parlent pas beaucoup. Pourtant, c'est bien sous leurs yeux, dans un simple pavillon de banlieue, que le duo a concocté son produit miracle coupé au fipronil. Et avec le recul, Théo, éleveur, reconnaît à demi-mot, il aurait dû avoir des doutes quand Chickfriend est venu nettoyer sa ferme. A posteriori, je pense qu'on a été naïf. Le produit ne figurait pas sur la facture. Mais vous savez, ce qui comptait pour moi, c'était que mes poules aillent mieux. Quand elles vont bien, elles pondent plus et je gagne plus d'argent. Alors Théo fait partie de ces 200 éleveurs qui se sont voilés la face. Aujourd'hui, ils ont tout perdu, 33 millions d'euros précisément. Les 2 fournisseurs sont en prison et les poules, elles, toujours en quarantaine. Alors on comprend quand on vous écoute, Maud, que ça arrangeait finalement tout le monde. Mais moi j'essaie de comprendre, il y a des autorités sanitaires aux Pays-Bas. C'est pas leur rôle finalement de contrôler tout ça ? Si, bien sûr, d'autant qu'elles savaient dès novembre 2016. C'est ce que m'a confirmé Marcel Scutlar, expert de l'agroalimentaire qui milite depuis des années pour plus de transparence dans la filière. C'est évident que l'agence aurait dû aussitôt prévenir les éleveurs. Mais quand elle a été prévenue, elle n'a pas estimé que c'était un problème sanitaire, simplement de fraude. En fait, il y a très peu de personnes dans cette agence qui savent comment ça se passe dans les fermes, dans les usines. Il faut changer le protocole car c'est dramatique. Alors je suis allée à La Haye pour avoir la version de l'agence sanitaire, mais la porte est restée fermée, aucune communication, on sent clairement l'embarras. Et puis Jean-Philippe, ce scandale du fipronil pourrait bien être plus important. Les enquêteurs néerlandais ont découvert la semaine dernière que Chickfriend a utilisé un autre pesticide, l'amitrase, dans des élevages de poules et de veaux. Et ça ne s'arrête pas aux Pays-Bas, des élevages en France ont aussi utilisé de l'amitrase. Les enquêteurs du ministère de l'Agriculture à Paris ont lancé des analyses. D'ici à vendredi, on saura si des produits alimentaires en France ont été contaminés et surtout si ces éleveurs savaient ce qu'ils faisaient. C'était l'enquête du 8h. Merci Maud Descamps. La rentrée des classes, ce sera la semaine prochaine pour 12 millions d'élèves. La première aussi pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avec quelques nouveautés. Il s'agit notamment de mieux connaître le niveau des enfants. Exemple, avec des tests d'évaluation pour les CP et les collégiens en 6e. Le détail, Virginie Salmen.
La première évaluation aura lieu dans toutes les classes de CP de France dans le courant du mois de septembre. Au total, près de 2 heures de tests de français et de maths découpés en petits exercices de 10 à 20 minutes chacun. Il faudra par exemple que l'élève sache reconnaître un chiffre sur une image où sont dessinés différents symboles, compter le nombre de syllabes dans un mot ou encore l'instit lira une petite histoire et vérifiera que l'élève a bien compris en lui posant des questions. Il n'y aura pas de remontée nationale des résultats. L'objectif, c'est d'identifier les élèves en difficulté et de tenter de les aider. Il y aura en plus une évaluation spécifique pour les CP à 12 élèves par classe en septembre puis en juin pour vérifier l'efficacité du nouveau dispositif phare du programme d'Emmanuel Macron. Le dernier test concerne les élèves de 6e, il aura lieu au mois de novembre et là l'idée c'est d'avoir une photo la plus exacte possible du niveau des élèves au début du collège. À l'entrée en 6e, près d'1 sur 5 ne maîtrise pas la langue française, pire 1 sur 3 a de grosses lacunes en mathématiques. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Et on va rester sur les bancs de l'école avec la fin d'un tabou. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le clitoris n'avait encore jamais été correctement ni entièrement représenté dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, l'oubli est réparé, Ève Roger. Alors déjà, il faut savoir que les scientifiques eux-mêmes n'ont découvert la véritable anatomie du clitoris qu'au milieu des années 2000. Tout simplement parce qu'au 19e siècle, les recherches ont été brutalement interrompues quand on a compris qu'il ne servait qu'au seul plaisir des femmes et pas du tout à la reproduction. Donc, les éditions Magnard, en cette rentrée, ont choisi d'afficher la couleur par rigueur scientifique, disent-ils, un organe de 10 cm en moyenne et non pas de quelques millimètres. Et pour la gynécologue Odile Buisson, l'une des premières scientifiques à l'avoir décrit en France, c'est essentiel que les collégiens le découvrent. Décrire l'organe, ça dit aux jeunes, attention, c'est pas quelque chose de secret, c'est pas quelque chose de tabou, c'est un organe comme un autre et il a une fonction comme une autre. C'est l'équivalent d'une fonction cardiologique, d'une fonction respiratoire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être remisé au secret, c'est pas quelque chose qui doit être expliqué par la pornographie, c'est quelque chose qui doit être décrit anatomiquement et cet organe a une fonction qui est la fonction sexuelle féminine. C'est peut-être la fin d'un tabou, la fin de l'ignorance aussi. Aujourd'hui, 1/4 des jeunes filles de 15 ans ne savent pas qu'elles ont un clitoris et 83% ne savent pas à quoi il sert. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1. Europe 1, il est 8h13. La canicule et l'alerte orange maintenue pour 8 départements aujourd'hui. Oui, il va faire encore très chaud, notamment dans le Rhône, la Loire et le Jura. La chaleur et ses conséquences, parfois peu ragoûtantes. On connaît, c'est l'histoire de la sardine qui bouche l'entrée du Vieux-Port. Eh bien, voici venir les rats, gros comme des lapins. Nous allons à Marseille, reportage de Chanel Petit. Nous sommes quartier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement de Marseille, à quelques rues de la fac de sciences. Un immeuble jaune pâle, c'est là où habite Pauline et la dizaine de rats qu'elle croise quotidiennement. Il y en a 1, 2, 3 là derrière les poubelles. Ils sont gros comme des lapins. Et ils viennent même à l'intérieur. J'en ai vu un tout à l'heure dans le hall. Il était énorme. Ça me fout les jetons. Parfois j'ai tellement peur que j'ose pas rentrer dans l'immeuble. Ça grouille de partout. Et le pire, c'est la nuit quand j'entends leurs petits cris que je peux pas les voir. Et le propriétaire a déjà fait dératiser plusieurs fois, mais ils reviennent toujours. J'en peux vraiment plus. Ces dernières semaines, encore plus que d'habitude, les rats sont partout à Marseille, dans les cales des bateaux du Vieux-Port, dans les ruelles du quartier Saint-Victor, sur les marches de la gare Saint-Charles. Le carnet de commande d'Alexis, dératiseur, a explosé. Depuis quelques semaines, je fais beaucoup plus d'interventions que d'habitude. Par exemple, en temps normal, j'en fais 2 à 3. Mais là, la semaine dernière, c'était la folie. J'en ai fait 5 et même 6 mardi dernier, vous voyez. Le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est simple, je ne sais plus où donner de la tête. Les Marseillais blâment tous les poubelles vétustes, restaurant favori des rats, la méritante de faire installer de nouveaux conteneurs bien plus hermétiques. Mais paradoxe, personne n'en veut chez soi. À Marseille, Chanel Petit, Europe 1. Et puis à la rubrique Carnet rose, le patron de Facebook est à nouveau papa. Mark Zuckerberg annonce la naissance de sa seconde fille. Elle s'appelle Auguste. Comme il se doit, le milliardaire de 33 ans a publié le faire-part sur Facebook. Il avait aussi annoncé vouloir prendre un congé paternité de 2 mois. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal.